Le téléphone a vibré sur la table de nuit à 2h47 du matin. Un numéro masqué? J'ai décroché, la voix encore pâteuse de sommeil, et c'est elle que j'ai entendue. Le docteur Hélène Beaumont. Sa voix était à peine un murmure, si basse, si tendue. Comme une corde sur le point de rompre, elle a dit: Léo, j'ai besoin de vous à l'hôpital. Maintenant. Ce n'était pas un ordre, mais une supplique. L'air de mon petit appartement est devenu glacial, et l'odeur du café froid d'hier soir semblait soudainement écœurante. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le cœur battant contre mes côtes, un rythme lourd et sourd dans le silence de la nuit. Elle n'a jamais appelé personne par son prénom. Jamais. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, dites-moi de quelle ville vous venez dans les commentaires. Parce que je ne sais toujours pas si ce que nous avons fait était une erreur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Mon monde, d'habitude, est un monde de silence et de machines. Je suis technicien de maintenance de nuit à l'hôpital Saint-Michel. Un fantôme en blouse bleue qui parcourt des kilomètres de couloirs vides sous la lueur blafarde des néons. Mon travail consiste à faire en sorte que le cœur de l'hôpital continue de battre pendant que la ville dort. Je resserre une vis, je change une ampoule, je calme le bourdonnement d'un climatiseur défaillant. C'est un travail simple, honnête. Un travail qui paie les factures, surtout celles qui s'accumulent à la maison depuis que mon père est tombé malade. Chaque nuit, c'est la même routine. Le grincement familier des roues de mon chariot, l'odeur d'antiseptique qui pique la gorge, le bip lointain et régulier d'un moniteur cardiaque. Je suis invisible, et c'est très bien comme ça. J'aime cette solitude, ce calme étrange qui s'installe après minuit, quand les seuls bruits sont ceux de la mécanique et des respirations lointaines. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Pas vraiment elle, mais son reflet. Il était peut-être 3 heures du matin et je remplaçais un ballast dans un distributeur automatique près du bloc opératoire. Son image est apparue sur la vitre, déformée par la condensation. Le docteur Beaumont, la légende, la meilleure chirurgienne cardio-thoracique de Paris. Elle se tenait là, immobile, le regard perdu dans le vide, une tasse de café en carton à la main. Elle ne m'a pas vu, bien sûr. Pour des gens comme elle, je fais partie du décor, comme les murs ou le sol en linoléum. Mais dans ce reflet, elle n'était pas la déesse en blouse blanche que tout le monde décrivait. Son visage était marqué par une fatigue si profonde qu'elle semblait presque douloureuse. Ses épaules étaient voûtées sous son calot. Elle avait l'air seule. C'était la première fois que je voyais la femme derrière le scalpel, et cette image est restée gravée en moi. Cette image me hantait, car elle contrastait violemment avec la pression constante de ma propre vie. Pendant mes pauses, assis dans la chaufferie déserte, je regardais mon téléphone. Les messages de ma mère, des photos de factures, des rappels de paiement, des nouvelles de mon père, de sa lente dégradation, de son regard qui perdait un peu plus de sa flamme chaque semaine. J'étais devenu le pilier, le seul revenu stable. Chaque tour de clé, chaque câble que je connectais, c'était pour eux. Ce travail n'était pas une carrière, c'était une bouée de sauvetage. La peur de perdre cet emploi était une angoisse sourde, un bourdonnement constant en arrière-plan de mes pensées. Alors je gardais la tête baissée, je faisais mon travail sans faire de vagues, en évitant les contacts, surtout avec les médecins, surtout avec les dieux de l'Olympe comme elle, qui pouvaient vous rayer de la carte d'un simple mot à l'administration. Quelques nuits plus tard, nos mondes sont entrés en collision. Littéralement. Je poussais mon chariot dans un couloir du 3e étage et elle est sortie d'une chambre, marchant vite, la tête ailleurs. Elle ne m'a pas vu. En passant, son trousseau de clés a glissé de la poche de sa blouse. Le bruit métallique a résonné sur le sol, une petite explosion dans le silence de mort de l'hôpital. Elle a sursauté, s'est arrêtée. Avant même de réfléchir, je m'étais déjà accroupi pour les ramasser. Les clés étaient froides, lourdes. Une petite tour Eiffel en porte-clés y était accrochée. Un détail si banal, si humain, qu'il semblait déplacé. Je me suis relevé lentement et je lui ai tendu la main. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Nos chemins, parallèles et invisibles l'un à l'autre, se sont croisés pour de bon. Et je savais, d'instinct, que plus rien ne serait comme avant. En prenant les clés, le bout de ses doigts a effleuré les miens. Ce n'était rien, un contact accidentel d'une fraction de seconde. Mais c'était comme une décharge électrique, une chaleur inattendue qui a remonté le long de mon bras. Elle a dû le sentir aussi, car elle a retiré sa main brusquement.
Nos regards se sont croisés. Et pour la première fois, elle m'a vraiment vu. Ce n'était pas un regard de gratitude, ni même de reconnaissance polie. C'était autre chose. De la surprise, bon peut-être. Comme si elle venait de réaliser que j'existais, que j'étais une personne et non une simple fonction. Son masque de chirurgienne impénétrable s'est fissuré un instant, et j'ai cru voir une lueur de, je ne sais pas, de vulnérabilité. Elle a murmuré un merci à peine audible, puis elle a tourné les talons et a disparu au coin du couloir, laissant derrière elle un sillage de son parfum, un mélange de santal et d'hôpital. Les jours suivants ont été étranges. Je n'ai pas pu me défaire de ce moment. Le souvenir de son regard, de la chaleur de sa peau, tournait en boucle dans ma tête. Je me sentais stupide. C'était le docteur Beaumont. Une femme mariée, riche, brillante, à des années-lumière de mon existence. Pour elle, ce n'était rien, un incident oublié à la seconde même. Mais pour moi, c'était devenu un point de repère dans la monotonie de mes nuits. Je me suis mis à la remarquer davantage. Je la voyais passer, toujours pressée, toujours entourée d'internes qui buvaient que ses paroles. Elle ne me jetait jamais un regard. L'invisible était redevenu invisible. Et une sorte de déception, lourde et irrationnelle, a commencé à s'installer en moi. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, que je me concentre sur mon travail, sur les factures, sur la réalité, que je la laisse dans son monde et que je reste dans le mien. Puis, une semaine plus tard, mon téléphone a vibré. Il était presque 3 heures du matin. J'étais en train de vérifier la pression d'une chaudière dans les sous-sols. Un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé que c'était encore une erreur, un centre d'appel. Mais une impulsion m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Allô ai-je dit, ma voix résonnant contre les murs en béton. Un silence, puis une respiration. Et enfin, sa voix. Basse, tendue, presque cassée. Dubois, c'est le docteur Beaumont. Mon cœur a raté un battement. Elle ne m'avait jamais appelé. Personne ne le faisait, sauf en cas de catastrophe. Oui, docteur? Un problème? Ai-je demandé, déjà en train d'imaginer une inondation, une panne de courant majeure au bloc. C'est alors qu'elle a prononcé cette phrase, celle qui a tout changé. J'ai besoin de vous à l'hôpital. Maintenant. J'ai couru. J'ai dévalé les escaliers, mon chariot oublié dans les sous-sols. Dans ma tête, les scénarios les plus graves se bousculaient. Une rupture de canalisation dans son bureau, un court-circuit qui menaçait les serveurs. Mon esprit était en mode urgence technique. C'était mon travail, après tout. Résoudre les problèmes matériels que personne d'autre ne pouvait régler. J'ai traversé les couloirs déserts, le bruit de mes chaussures de sécurité claquant sur le sol. Arrivé devant la porte de son bureau, j'ai repris mon souffle, préparé à affronter n'importe quelle crise. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. J'ai tourné la poignée. La porte était déverrouillée. Je suis entré, m'attendant à voir de l'eau par terre ou à sentir une odeur de brûlé. Mais il n'y avait rien de tout ça. Le bureau était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par la lueur des écrans de veille et les lumières de la ville qui filtraient de par l'immense fenêtre. Elle était là, assise dans son grand fauteuil en cuir, le dos tourné à la porte. Elle ne bougeait pas. J'ai fait un pas à l'intérieur, le cœur au bord des lèvres. Docteur, vous m'avez appelé? Ai-je demandé d'une voix que je voulais professionnelle, mais qui est sortie comme un murmure. Elle n'a pas répondu tout de suite? Le silence s'est étiré, lourd, palpable, puis elle a lentement pivoté sur son fauteuil pour me faire face. Et j'ai compris. Il n'y avait pas de fuite d'eau, pas de panne électrique. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, traçant des sillons sur son visage épuisé. Elle ne m'avait pas appelé pour réparer une machine. Elle m'avait appelé parce qu'elle était en train de se briser et elle ne voulait personne d'autre pour le voir. L'urgence. C'était elle. Je n'ai rien dit. Mes yeux ont scanné la pièce, cherchant une distraction, une raison logique à ma présence. J'ai repéré la poignée d'un classeur en métal, légèrement de travers. Sans un mot, je me suis approché, j'ai sorti un tournevis de ma ceinture et j'ai commencé à resserrer la vis. Le geste était automatique, un réflexe de mon métier. C'était une chose que je pouvais contrôler, une petite imperfection que je pouvais corriger dans ce bureau où tout semblait se déliter. Je me suis concentré sur le contact froid du métal dans ma main, sur la légère résistance de la vis qui se remettait en place.
Elle ne bougeait pas, elle me regardait. Ses larmes s'étaient arrêtées, mais ses yeux étaient encore brillants. Dans ce silence, mon geste simple est devenu une sorte de message. Je ne vais pas te poser de questions, je ne vais pas te juger. Je suis juste là pour réparer les choses. Pendant de longues minutes, le seul bruit dans la pièce fut le cliquetis régulier de mon tournevis. Un son sec, métallique, qui rythmait le silence pesant. C'était un son familier pour moi, le son du travail, de la normalité. Mais ici, dans ce bureau lambrissé qui sentait le cuir et le papier cher, il semblait presque déplacé, comme une note fausse dans une symphonie. Je travaillais lentement, délibérément, donnant au temps l'occasion de s'étirer, de penser ce qui venait de se briser en elle. Je n'osais pas la regarder directement, mais je sentais son regard sur moi. Un regard intense, interrogateur. Elle observait mes mains, calleuses et un peu sales, réparer un détail trivial de son univers impeccable. Je me sentais à la fois comme un intrus et comme la seule personne au monde qui avait le droit d'être là à cet instant précis. Finalement, sa voix a rompu le silence. Elle était rauque, fragile. La charnière, de la porte d'entrée, elle grince depuis des semaines. Ce n'était pas une explication, encore moins une excuse pour son état. C'était une invitation, une façon de poursuivre notre étrange arrangement non-verbal. Elle ne parlait pas de son mari, de sa carrière, de la pression qui venait de la faire craquer. Elle parlait d'une charnière, d'un problème concret, mécanique, d'une chose que je pouvais comprendre et régler. J'ai hoché la tête sans me retourner. Je regarderai ça, ai-je simplement répondu. C'est ainsi que notre pacte a été scellé. Nous ne parlerions jamais de la vraie panne. Nous nous contenterions de réparer tout le reste, tout ce qui était à notre portée, en espérant que cela suffirait. Cette nuit-là a marqué le début de notre rituel. 1 ou 2 fois par semaine, toujours après 2 heures du matin, je recevais un appel d'un numéro masqué. Il n'y avait jamais de salutation. Juste sa voix, basse et calme. Léo. Le néon au-dessus de ma bibliothèque scintille. Ou Léo, le tiroir de mon bureau coince. C'était un peu nos codes, nos prétextes. J'arrivais avec ma boîte à outils, et pendant qu'elle restait assise dans son fauteuil, je m'occupais de ces petites pannes. La vérité, c'est que la plupart de ces problèmes n'en étaient pas vraiment. C'était juste une excuse pour créer une bulle, un espace hors du temps et des hiérarchies de l'hôpital. Dans son bureau, la nuit, elle n'était pas la grande chirurgienne, et je n'étais pas le technicien invisible. Nous étions juste Hélène et Léo, 2 solitudes qui se tenaient en compagnie dans le silence. Nos conversations flottaient, légères, à la surface des choses. Nous parlions de tout et de rien, mais jamais de nous. Jamais de sa vie en dehors de ces murs, jamais de la mienne. Nous parlions des vieux films en noir et blanc, du goût infect du café de la machine, de la façon dont la lumière de l'aube changeait la couleur des toits de Paris. Une nuit, assis par terre pendant que je changeais une prise électrique, elle m'a demandé si j'avais déjà vu la ville depuis la tour Saint-Jacques. Je lui ai dit que non, que c'était le genre de choses que les touristes faisaient. Elle a souri, un vrai sourire cette fois, pas seulement une crispation de ses lèvres. C'est dommage, a-t-elle dit. On a l'impression de voir les veines de la ville. C'est comme une immense aorte. C'était la première fois qu'elle laissait son métier transparaître dans nos discussions, mais d'une manière poétique, presque intime. Une autre nuit, alors que je resserrais le pied d'une petite table basse, elle s'est approchée. Elle s'est accroupie à côté de moi, le tissu de sa blouse frôlant mon bras. Le parfum de santal m'a enveloppé, plus fort que jamais. Elle regardait mes mains, puis son doigt a doucement tracé la fine cicatrice blanche qui barrait mon index. « Comment vous êtes-vous fait ça ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine un murmure. Son contact était si léger, presque imperceptible, mais il a envoyé une onde de chaleur dans tout mon corps. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique. Un geste minuscule, mais qui a fait s'effondrer un autre de ses murs. J'ai levé les yeux vers elle, et dans la pénombre, son visage était si proche que je pouvais voir les fines ridules au coin de ses yeux. Je me suis surpris à lui raconter l'histoire. Une histoire stupide, une histoire d'enfant que je n'avais jamais racontée à personne. Comment j'avais essayé de construire une cabane dans un arbre pour impressionner une voisine quand j'avais 10 ans, et que la scie avait dérapé. Je lui ai parlé de la peur, du sang, de la façon dont mon père m'avait porté jusqu'à la maison. Pendant que je parlais, je ne la regardais pas. Je fixais ma propre main,
comme si je revoyais la scène. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement écouté, son doigt toujours posé sur la cicatrice, comme si elle pouvait sentir le souvenir à travers ma peau. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. Ce n'était plus un silence gêné, mais un silence plein. En me confiant à elle, en lui offrant cette parcelle de ma vulnérabilité, je lui avais donné la permission de faire de même. C'est ce qu'elle a fait. Lentement, elle a retiré sa main et s'est rassise dans son fauteuil. Elle a fixé la grande baie vitrée, les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Tout le monde pense que je suis devenue chirurgienne par vocation, par passion pour la science, a-t-elle commencé d'une voix neutre. C'est ce que je raconte dans les interviews. Elle a fait une pause et j'ai senti le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. La vérité, c'est que ma petite sœur est morte d'une malformation cardiaque quand j'avais 16 ans. Les chirurgiens ont dit qu'il n'y avait rien à faire. J'ai passé le reste de ma vie à essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. À cet instant, l'image de la déesse du bloc opératoire s'est brisée en 1000 morceaux. Devant moi, il n'y avait plus le docteur Beaumont. Il y avait juste Hélène, une femme hantée par une promesse faite à une enfant. Une femme qui avait passé sa vie à essayer de réparer un cœur qu'on ne pouvait plus sauver. L'air dans la pièce est devenu si dense que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Sa confession flottait entre nous, fragile et terrible. C'était le secret qui se cachait derrière son armure, la source de sa force et de sa solitude infinie. J'ai compris pourquoi elle ne laissait personne s'approcher. J'ai compris la fatigue que j'avais vue dans son reflet des mois plus tôt. Elle ne se battait pas seulement pour ses patients. Elle se battait contre un fantôme encore et encore, chaque fois qu'elle ouvrait une cage thoracique. J'avais envie de lui dire quelque chose, n'importe quoi pour alléger son fardeau. Mais tous les mots me semblaient vains, stupides. Alors je suis resté silencieux. Dans ce bureau, au cœur de la nuit, nous n'étions plus un médecin et un technicien. Nous étions juste deux personnes avec des cicatrices, l'une visible sur ma main, l'autre invisible et bien plus profonde, gravée sur son cœur. Cette nuit-là, en quittant son bureau, tout était différent. Le grincement familier des roues de mon chariot sur le linoléum me semblait étranger. L'odeur d'antiseptique avait perdu de sa force, supplantée par le souvenir de son parfum. Nos rendez-vous nocturnes n'étaient plus une simple routine, un arrangement tacite. Ils étaient redevenus un besoin de cet espace où les masques tombaient, où la vérité pouvait être murmurée dans le noir sans crainte. Je savais que nous jouions avec le feu. Je savais que chaque minute passée dans ce bureau nous rapprochait d'une ligne que nous ne pourrions pas franchir sans tout brûler. Mais en retournant dans les sous-sols de l'hôpital, dans mon monde de tuyaux et de chaudières, je savais aussi que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. L'invisible avait été vu, et le silence avait été rompu par le plus intime des aveux. La semaine suivante, une nouvelle habitude s'est installée, silencieusement. En arrivant dans son bureau pour une prétendue lampe de bureau défectueuse, j'ai trouvé un thermos en acier brossé posé au centre de son sous-main en cuir. Il n'y avait pas de mots, juste cet objet, simple et incongru. Je l'ai dévissé. Une vapeur odorante s'en est échappée, riche et complexe. Ce n'était pas l'eau de vaisselle brûlée des distributeurs. C'était du vrai café, un café de luxe, celui qu'on sent dans les brasseries du centre-ville, pas dans les sous-sols d'un hôpital. J'ai tenu le thermos entre mes mains. Il était encore chaud. C'était plus qu'une boisson. C'était un geste de gratitude, un soin silencieux, une reconnaissance qui dépassait de loin le cadre de mon travail. C'était sa façon de me dire qu'elle me voyait et qu'elle voulait prendre soin de moi, ne serait-ce que de cette manière infime et secrète. J'ai bu une gorgée et la chaleur s'est répandue dans ma poitrine, chassant un peu du froid permanent de mes nuits. Je devais lui répondre. Mais avec quoi? Je n'avais pas d'argent pour un café de luxe et n'importe quel cadeau acheté aurait semblé déplacé, presque insultant. Ma réponse devait venir de mon monde, pas du sien. Quelques nuits plus tard, en faisant ma ronde près de la cour intérieure, je les ai vus. Des camélias blancs, parfaits, qui fleurissaient en défiant le béton et le verre du bâtiment. Leurs pétales étaient ambre si purs qu'ils semblaient briller sous la lueur des lampadaires. Sur une impulsion, j'en ai cueilli un. Le geste était un petit crime, un vol minuscule dans l'enceinte de l'hôpital. Mon cœur battait un peu plus vite. C'était un risque stupide. Mais cette fleur était la seule chose que je pouvais lui offrir qui soit à la fois belle et sans valeur monétaire. Je suis monté à son bureau, j'ai vérifié que le couloir était désert, et je l'ai déposée sur son clavier d'ordinateur.
C'était ma façon de parler son langage, un message silencieux dans notre dialogue de murmures. Une touche de vie, fragile et éphémère, dans son univers stérile. Nos cadeaux ont ouvert une nouvelle porte. Les conversations ont commencé à s'approfondir, à s'aventurer sur des terrains plus personnels. Elle ne me parlait plus seulement de films ou de la météo. Un soir, alors que je changeais un filtre dans son unité de climatisation, elle m'a demandé d'une voix douce: Comment va votre père, Léo? Elle a utilisé mon prénom. Le son a semblé étrange, presque trop intime dans sa bouche. Je me suis surpris à lui parler de lui, pas seulement de sa maladie, mais de l'homme qu'il était avant. Je lui ai raconté ses blagues, sa passion pour la pêche, la façon dont son regard s'éteignait un peu plus chaque jour. Elle a écouté sans m'interrompre, sans le regard clinique d'un médecin, mais avec une empathie pure. En retour, j'ai osé lui demander pourquoi elle gardait un vieux livre de poésie sur son étagère, au milieu de tous ses manuels de médecine. Elle m'a parlé de son rêve d'adolescente, celui d'être écrivaine, un rêve enterré sous des décennies d'ambition et de devoir. Une nuit, l'ambiance était différente, plus lourde. Elle n'avait pas trouvé de panne à réparer. Elle m'avait appelé simplement en disant Léo. Je l'ai trouvée debout, près de la grande baie vitrée, regardant les lumières de la ville comme si elles étaient à des millions de kilomètres. Elle n'a pas tourné la tête quand je suis entré. Après un long silence, elle a parlé, sa voix à peine plus qu'un souffle contre la vitre. Ce bureau, c'est le seul endroit où je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. La phrase a atterri entre nous avec un poids immense. C'était un aveu d'une vulnérabilité totale. Elle me disait que toute sa vie, son mariage, sa carrière légendaire, son assurance de déesse du bloc opératoire, tout cela n'était qu'une performance. Et que cet espace, avec moi, le technicien de nuit, était le seul endroit où elle pouvait enlever son masque, la seule coulisse de son existence. J'ai senti le besoin de lui rendre sa confiance, de lui montrer qu'elle n'était pas seule dans ce sentiment. Je me suis approché de la fenêtre, me tenant à quelques pas d'elle. Je regardais aussi les lumières de la ville, évitant son regard. Ma voix est sortie plus rauque que je ne le pensais. Pour moi aussi. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Dehors, je suis le fils qui doit payer les factures, le type invisible qui répare les choses que les autres cassent, le fantôme en blouse bleue. Personne ne me demande comment je vais. Personne ne me voit vraiment. Je me suis tourné vers elle. Ici, je ne suis personne d'autre que moi. Nos regards se sont enfin croisés, et dans ce silence, une nouvelle compréhension s'est forgée. Nous étions les mêmes. Deux acteurs épuisés par leur rôle, qui avaient trouvé un refuge inattendu l'un chez l'autre. Elle a fait un pas vers moi. Le bruissement de sa blouse a semblé assourdissant dans le silence. Elle a levé la main, lentement, presque hésitante. Puis elle l'a posée sur mon avant-bras. Ce n'était pas un contact accidentel comme la fois des clés. C'était un geste délibéré, intentionnel. Sa main était chaude à travers le tissu fin de ma chemise de travail. Je pouvais sentir la pression de chacun de ses doigts, une chaleur qui semblait s'infiltrer directement dans mon sang. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté parfaitement immobile, de peur de briser le sortilège. Ce n'était pas un geste de séduction, mais quelque chose de bien plus profond. C'était un geste de reconnaissance, d'ancrage. Comme si elle disait, sans un mot, « Je te vois. Tu es réel. Nous sommes réels, ici, ensemble. » Ce simple contact a semblé laisser une marque sur ma peau, une empreinte que je savais que je sentirais encore longtemps, après qu'elle aurait retiré sa main. À cet instant, j'ai senti la frontière invisible entre nous s'effacer complètement. Elle ne s'était pas brisée dans une explosion dramatique. Elle s'était dissoute lentement, grain par grain, avec chaque café partagé, chaque confidence murmurée, chaque fleur déposée. Nous n'étions plus dans un arrangement tacite et inoffensif. Nous étions ailleurs, dans un territoire dangereux et inconnu, sans carte ni boussole. La fiction que nous maintenions, elle, le médecin, moi, le technicien, n'était plus tenable. Nous étions devenus Hélène et Léo, deux solitudes qui s'étaient trouvées dans la nuit et qui, par un simple contact, venèrent d'admettre que leur connexion était devenue bien plus importante que toutes les règles et toutes les hiérarchies qui régissaient leur vie. Le jeu était terminé, et ce qui commençait maintenant était à la fois exaltant et terrifiant. En quittant son bureau cette nuit-là, le poids de la réalité m'est tombé dessus comme une chape de plomb.
La chaleur de sa main sur mon bras s'était transformée en une brûlure de culpabilité. Hélène Beaumont, une femme mariée, l'épouse de Marc Fournier, un homme riche et influent qui siégeait au conseil d'administration de cet hôpital. Mon patron, de manière indirecte mais bien réelle. J'étais un employé, un technicien, un homme qui avait désespérément besoin de ce travail pour que sa famille ne sombre pas. Chaque couloir que je parcourais me rappelait le gouffre social qui nous séparait. Chaque néon qui grésillait semblait murmurer à quel point notre situation était précaire, à quel point nous étions fous. Le frisson de notre intimité secrète était maintenant teinté d'une peur froide et lancinante. J'avais franchi une ligne, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pourtant, malgré la peur, malgré la culpabilité qui me rongeait, une autre sensation dominait tout le reste. Le besoin. Un besoin viscéral, presque physique, de la revoir. De retourner dans cette bulle de silence et d'honnêteté que nous avions créée. La perspective de mes nuits, sans nos rendez-vous, sans sa voix basse, sans la possibilité de voir son vrai visage, était devenue insupportable. C'était devenu une drogue, mon unique échappatoire à la pression constante de ma vie. Je savais que chaque appel nocturne, chaque visite à son bureau, nous rapprochait un peu plus d'une catastrophe inévitable. Mais la force qui me poussait vers elle était plus puissante que la raison, plus forte que la peur des conséquences. Être vu par elle était devenu aussi vital pour moi que l'air que je respirais. Et pour cela, j'étais prêt à prendre tous les risques. Il y a eu une nuit où le téléphone n'a pas sonné. C'était un silence différent, plus lourd, plus chargé que le silence habituel de l'hôpital. Je savais. Je ne saurais dire comment, mais je le savais. Une rumeur avait couru dans les couloirs plus tôt dans la soirée, un murmure transporté par les infirmières fatiguées. Une intervention qui avait mal tourné. Une jeune patiente à peine sortie de l'adolescence. On n'avait pas prononcé son nom, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. C'était son opération, sa bataille. Et cette fois, elle l'avait perdue. Le silence de mon téléphone était son cri, et je l'entendais résonner à travers des kilomètres de couloirs et de murs en béton. Je savais qu'elle ne serait pas dans son bureau. Ce n'était pas une panne qu'on pouvait réparer avec un tournevis. C'était une fracture bien plus profonde, un endroit où mes outils ne servaient à rien. Mais je devais la trouver. Ce n'était plus une question de choix, c'était une nécessité, une force qui me tirait hors de la chaufferie. J'ai laissé mon chariot derrière moi. Je suis devenu un fantôme pour de vrai, glissant dans les couloirs sans but apparent, mais pas étouffé par le sol en linoléum. Je ne la cherchais pas dans les lieux de pouvoir ou de travail. Pas dans son bureau, pas près du bloc opératoire. Je cherchais un endroit où une âme en pièces détachées pouvait aller pour se cacher du monde. Un endroit où personne ne penserait à la chercher. Et puis l'idée m'est venue, improbable et évidente à la fois. La chapelle. Ce petit recoin oublié au rez-de-chaussée, près des archives. Un lieu que la plupart des employés ne remarquaient même plus. Un vestige d'une autre époque. Je me suis dirigé vers la lourde porte en chêne, la poignée en laiton froide sous ma main. En la poussant doucement, elle a grincé, un son plaintif dans le silence de mort. Et je l'ai vue. Elle était là, assise dans le dernier banc, le dos voûté, une silhouette sombre perdue dans l'immensité de la petite chapelle. Les vitraux projetaient des taches de lumière bleue et rouge sur les murs de pierre, des couleurs fantomatiques qui dansaient sur son calot vert. Elle ne priait pas. Elle regardait droit devant elle, vers l'autel vide, mais son regard était perdu à des milliers de kilomètres de là. L'air était glacial, imprégné d'une odeur de cire froide et de pierre humide. On aurait dit qu'elle avait absorbé tout le froid et toute la solitude de la pièce. Elle était si immobile qu'elle aurait pu être une statue, une sculpture de la douleur figée dans le temps. Elle n'a pas tourné la tête quand je suis entré. Elle n'a pas réagi au grincement de la porte. J'avais l'impression de violer un sanctuaire, non pas celui de la chapelle, mais le sien. Je n'ai pas dit un mot. Les mots auraient été un sacrilège. J'ai marché lentement dans l'allée centrale, le bruit de mes chaussures de sécurité semblant assourdissant dans ce silence sacré. Je me suis assis dans le même banc qu'elle, mais à l'autre bout, laissant un mètre de bois usé entre nous. C'était ma façon de lui dire « Je suis là, mais je ne vais pas t'envahir. Je suis juste une présence, un point d'ancrage si tu en as besoin. » Je ne l'ai pas regardée. J'ai fixé le même point qu'elle, l'autel nu. Nous sommes restés comme ça, deux étrangers partageant un chagrin qui n'appartenait qu'à elle,
mais dont le poids semblait remplir tout l'espace entre nous. Le temps a cessé d'exister. Il n'y avait plus que la respiration lente et régulière de deux personnes, assises côte à côte dans le noir, unies par quelque chose d'indicible. Les minutes se sont écoulées, longues et silencieuses, devenant peut-être une heure entière. Le seul mouvement était celui des taches de lumière colorée qui glissaient lentement sur les murs, alors que la lune poursuivait sa course dans le ciel. Nos respirations avaient retrouvé un rythme commun, un flux et reflux calme dans le grand silence. L'espace entre nous, d'abord un gouffre de respect, s'était lentement rempli d'une sorte de chaleur, d'une compréhension muette. Je sentais la tension quitter peu à peu ses épaules, comme si ma simple présence lui permettait de relâcher une partie de l'armure qu'elle portait en permanence. Nous n'étions plus le médecin et le technicien. Nous n'étions même plus Hélène et Léo. Nous étions juste deux solitudes, deux souffles dans une pièce froide, partageant le fardeau sans jamais avoir à le nommer. Puis, très lentement, elle a bougé. Ce fut un mouvement presque imperceptible au début, un léger glissement sur le bois poli du banc. Elle s'est rapprochée, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que son épaule effleure la mienne. Et là, elle a laissé sa tête basculer, s'appuyant doucement contre mon épaule. Le poids était à la fois infime et immense. C'était le poids de sa fatigue, de sa défaite, de sa confiance totale. Le contact de ses cheveux, doux et sentant encore vaguement l'odeur stérile du bloc, contre ma joue, m'a envoyé un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. C'était un geste de reddition complète. Elle ne se cachait plus. Elle ne se battait plus. Elle laissait simplement quelqu'un d'autre porter une infime partie de son fardeau. Et cette personne, c'était moi. Mon corps tout entier s'est raidi, de peur de briser ce moment d'une fragilité absolue. J'ai senti les tremblements commencer. Ce n'étaient alors pas des sanglots bruyants, mais des secousses profondes, silencieuses, qui parcoururent son corps et remontaient jusqu'à moi. Des larmes qu'elle retenait depuis des heures, peut-être des années, se frayaient enfin un chemin. Je sentais la chaleur et l'humidité de ses pleurs s'infiltrer à travers le tissu de ma chemise de travail, une tache chaude sur mon épaule. C'était la chose la plus intime que j'ai jamais partagée avec quelqu'un. Plus intime qu'un baiser, plus profond qu'une conversation. C'était le partage d'une douleur à l'état brut, sans le filtre des mots. Je suis resté parfaitement immobile, devenant le pilier silencieux contre lequel elle pouvait enfin s'effondrer en toute sécurité, sachant qu'il n'y aurait ni jugement, ni question, ni conseils inutiles. Juste une présence solide dans la tempête. Mon bras a bougé tout seul, guidé par un instinct plus vieux que la pensée. Lentement, pour ne pas l'effrayer, j'ai levé ma main et je l'ai posée sur sa tête. Mes doigts, habituellement couverts de graisse et de poussière, se sont doucement enfoncés dans la soie de ses cheveux. J'ai commencé à la caresser, un geste lent et répétitif, de son front à la base de son cou. Ce n'était pas un geste de désir, mais de pur réconfort. Le genre de geste qu'on fait pour apaiser un enfant après un cauchemar. Sous ma paume, je sentais les légères secousses de ses sanglots s'apaiser peu à peu, remplacées par une respiration plus calme, bien que toujours saccadée. Je fermais les yeux, me concentrant uniquement sur cette connexion, sur la texture de ses cheveux, sur le rythme de sa respiration contre mon torse. Dans cette chapelle sombre, nous avions créé une bulle de grâce, un instant suspendu hors du temps et du monde. Sa voix a brisé le silence. Un murmure si bas qu'il était presque inaudible, étouffé par le tissu de ma chemise. Il ne m'a jamais vu pleurer. J'ai senti les mots vibrer contre ma clavicule avant même de les entendre. Elle a fait une pause, reprenant une inspiration tremblante. Pas une seule fois en 20 ans. Cette phrase a atterri dans le silence de la chapelle avec le poids d'une pierre tombale. 20 ans. 20 ans d'un mariage où elle n'avait jamais pu montrer la moindre fissure, la moindre faiblesse. En une seule phrase, elle venait de m'exposer la solitude abyssale de sa vie, une solitude bien plus profonde que celle que j'avais pu imaginer. C'était la confession la plus dévastatrice, le secret le plus lourd qu'elle portait. Et elle me l'avait confié à moi, le technicien de nuit, dans le secret d'une chapelle déserte. Nous sommes restés ainsi encore longtemps, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à teinter les vitraux de nuances de gris et de rose. Ses larmes s'étaient taries, sa respiration était devenue profonde et régulière. Je crois même qu'elle s'est assoupie un court instant, un sommeil d'épuisement total.
Ce moment dans ce lieu sacré était notre apogée. Il n'y avait pas eu de baiser, pas de promesse, mais c'était une forme d'intimité si pure et si profonde qu'elle changeait tout, pour toujours. C'était un bonheur fragile, terrifiant, celui de se sentir absolument nécessaire à quelqu'un, d'être le seul gardien de sa plus grande vulnérabilité. En quittant la chapelle, alors que le premier rayon de soleil frappait le sol, je savais que nous ne pourrions jamais revenir en arrière. La ligne avait été franchie, non pas avec passion, mais avec des larmes et un murmure. Et c'était infiniment plus puissant. La nuit où tout a basculé, il y avait eu un moment de grâce. Un moment si pur que j'aurais dû savoir qu'il ne pouvait pas durer. Nous étions dans son bureau, et je lui racontais une histoire stupide sur un pigeon qui avait réussi à se coincer dans la ventilation du bloc opératoire. Et elle a ri. Pas un de ces sourires fatigués et discrets, mais un vrai rire, profond et sans défense, qui lui a fait rejeter la tête en arrière. Le son a rempli la pièce, chassant les ombres et l'odeur d'antiseptique. C'était la première fois que je l'entendais rire ainsi. C'était comme voir le soleil se lever après des semaines de pluie. Dans cette fraction de seconde, elle n'était plus le docteur Beaumont, la légende froide et distante. Elle était juste Hélène, une femme dont le rire était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. J'ai souri, mon cœur se sentant léger, presque douloureusement léger. C'était notre monde, parfait et secret. Puis la porte s'est ouverte. Sans qu'on frappe. Le bruit sec du loquet a fait éclater notre bulle comme du verre. Le rire d'Hélène s'est figé dans sa gorge. Un courant d'air froid a balayé la pièce, transportant avec lui l'odeur du couloir, une odeur neutre qui semblait soudain menaçante. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre qui devait valoir plus que ma voiture. Il n'avait pas besoin de se présenter. J'avais vu sa photo des dizaines de fois sur le site de l'hôpital, dans la section du conseil d'administration. Marc Fournier. Son mari. Il n'a rien dit. Il est juste resté là, son corps barrant la sortie, ses yeux balayant la scène avec une lenteur calculée qui m'a glacé le sang. Le silence qui s'est abattu sur le bureau était plus lourd et plus terrifiant que n'importe quel cri. Notre monde venait d'être envahi. Son regard était une arme. Il s'est d'abord posé sur Hélène, sur son visage où flottait encore l'écho de son rire. Une expression de vulnérabilité qu'il n'avait probablement jamais vue. Puis ses yeux ont glissé, avec un mépris à peine voilé, vers ma ceinture à outils posée sur le coin de son bureau en acajou. L'objet semblait soudain sale, déplacé, une preuve de ma présence illégitime dans son sanctuaire. Enfin, son regard s'est ancré dans le mien. Ce n'était pas de la colère, ni de la jalousie. C'était pire. C'était un regard qui me déshabillait de toute humanité. Pour lui, je n'étais pas un homme. J'étais un insecte, un problème à écraser, une chose sans nom et sans visage qui avait osé souiller son territoire. En une seconde, il m'a rappelé ma place, tout en bas de l'échelle, et la distance infranchissable qui nous séparait tous les trois. J'ai senti Hélène changer à côté de moi. C'était un processus physique presque audible. Son dos s'est redressé, ses épaules se sont raidies. La chaleur et la douceur qui émanaient d'elle quelques secondes plus tôt se sont évaporées, remplacées par un froid polaire. Le masque du docteur Beaumont, celui que j'avais mis des semaines à voir se fissurer, s'est remis en place avec une vitesse et une perfection terrifiantes. Son visage est devenu une toile blanche, impénétrable, ses yeux vides de toute émotion. Elle n'était plus Hélène, la femme qui riait dans la nuit. Elle était redevenue la chirurgienne en chef, une figure d'autorité froide et distante. Elle s'était transformée sous mes yeux, érigeant une forteresse de glace autour d'elle, me laissant dehors, seule face à son mari. C'était un acte de survie, je le savais, mais la rapidité de sa métamorphose m'a coupé le souffle. Sa voix, quand elle a parlé, était méconnaissable. Plate, clinique, tranchante comme un scalpel. Dubois est juste en train de réparer le thermostat. Dubois. Pas Léo. Ce nom de famille, prononcé par elle, a résonné dans mes oreilles comme une gifle. C'était le nom sur ma fiche de paye, le nom sur ma blouse de travail, le nom de l'invisible. Pendant des semaines, dans l'intimité de ce bureau, j'avais été Léo. Elle avait fait de moi une personne. Et là, en un seul mot, elle m'avait effacé. Elle m'avait renvoyé à ma fonction, à mon statut. Je comprenais pourquoi elle le faisait. C'était pour nous protéger, pour désamorcer la situation, pour créer une distance de sécurité.
Mais la compréhension n'a rien changé à la douleur. C'était comme une lame de glace qui se plantait lentement dans ma poitrine. C'était une trahison nécessaire, et c'est ce qui la rendait si insupportable. Marc Fournier n'a pas répondu. Il n'a pas eu besoin de le faire. Il m'a juste lancé un dernier regard, un regard qui disait ⁇ Je sais, et maintenant, tu vas disparaître ⁇ Puis il a fait un pas de côté, me laissant le passage. Le message était clair. Je n'ai pas regardé Hélène. Je ne pouvais pas. J'ai ramassé ma ceinture à outils, le cuir et le métal semblant soudain peser une tonne. Chaque mouvement était lent, délibéré. J'ai marché vers la porte, sentant le regard de son mari me brûler la nuque. En passant à côté de lui, j'ai senti l'odeur de son eau de Cologne chère, un parfum de pouvoir et d'argent qui contrastait violemment avec mon odeur de machine et de sueur. Je suis sorti dans le couloir, et le bruit de la porte se refermant derrière moi a sonné comme une fin définitive. Pas seulement la fin de la nuit, mais la fin de tout. Le lendemain, la sentence est tombée, aussi impersonnelle et froide que je m'y attendais. Une note de service m'attendait dans mon casier. Du papier blanc, une police de caractère standard, le logo de l'hôpital en en-tête. Pas de nom, juste une signature imprimée du directeur des ressources humaines. Pour des raisons de réorganisation des effectifs, à compter de demain, vous serez réaffecté à la nouvelle aile pédiatrique. L'aile pédiatrique, c'était à l'autre bout du complexe hospitalier, un monde à part, avec ses propres équipes, ses propres horaires. C'était un exil, une manière propre, bureaucratique et incontestable de m'éloigner d'elle, de la mettre hors de ma portée. Marc Fournier n'avait pas eu besoin de me menacer. Il avait simplement tiré quelques ficelles, et le système s'était chargé de m'éliminer de son univers. J'étais redevenu un pion sur un échiquier dont je ne maîtrisais aucune règle. Les semaines qui ont suivi ont été un long tunnel de silence. Mon nouveau poste était un cauchemar de couleurs vives et de bruits d'enfants, un contraste brutal avec le calme feutré de mes anciennes nuits. Chaque soir, je regardais mon téléphone, espérant contre tout espoir une vibration, un numéro masqué. Mais il restait muet. Le silence était devenu une présence physique, une chose lourde qui pesait sur mes épaules et m'empêchait de respirer. Mes nuits étaient redevenues ce qu'elles étaient avant elles. Une succession de tâches mécaniques, une solitude sans fin. Mais c'était une solitude différente maintenant. Avant, c'était un état neutre. Maintenant, elle était définie par une absence, par le fantôme de ses appels, de sa voix, de son rire. Je parcourais de nouveaux couloirs, mais mon esprit était toujours là-bas, dans son bureau, à attendre une panne qui ne serait jamais signalée. Une fois, je l'ai aperçue. J'étais à la cafétéria très tard pour prendre un café insipide. Elle est entrée avec un groupe d'internes, sa blouse blanche flottant autour d'elle. Elle avait l'air fatiguée, mais elle était redevenue la déesse inaccessible, expliquant un cas avec des gestes précis. Nos regards se sont croisés par-dessus les têtes, juste une fraction de seconde. J'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. De la panique? Du regret? Avant qu'elle ne détourne le visage, son expression se refermant comme une porte blindée. Elle a continué à parler à ses étudiants comme si de rien n'était, comme si je n'existais pas. Cet instant a été pire que tout le silence. Ce n'était plus seulement une absence de contact, c'était un déni actif de notre existence. Elle m'avait vu, et elle avait choisi de ne pas me voir. J'étais redevenu un fantôme, et cette fois, c'est elle qui m'avait rendu invisible. Le doute a commencé à me ronger, comme un acide lent. Et si j'avais tout inventé? Si cette connexion qui m'avait semblé si profonde, si réelle, n'avait été qu'une illusion de mon côté? Peut-être que pour elle, je n'avais été qu'une distraction bienvenue, un intermède dans sa vie solitaire. Un technicien pratique, un confident temporaire, aussi facile à remplacer qu'une ampoule grillée. Le mot qu'elle avait utilisé, Dubois, revenait me hanter. C'était peut-être tout ce que j'avais jamais été pour elle. Un nom de famille sur une liste de personnel. La douleur de cette pensée était physique. C'était le poids des conséquences qui s'abattaient sur moi. Non pas la peur d'être renvoyé, mais la certitude écrasante que notre espace secret, le seul endroit où je m'étais senti vraiment vivant, n'avait peut-être jamais existé que dans ma tête. Et qu'il était maintenant perdu, pour de bon. Le silence qui a suivi était une chose vivante, une présence assourdissante dans les couloirs désormais étrangers de l'aile pédiatrique. Je ne l'ai revu qu'une seule fois, une semaine plus tard. J'étais dans la cafétéria,
l'endroit le plus impersonnel de tout l'hôpital, remuant un café qui sentait le plastique brûlé. Elle est entrée, entourée de son essaim habituel d'interne. Elle riait à quelque chose que l'un d'eux avait dit, mais ce n'était pas son vrai rire. C'était un son poli, contrôlé. Nos regards se sont croisés au-dessus de la foule. Une fraction de seconde. J'ai vu un éclair de panique dans ses yeux, une fissure dans son armure de glace, avant qu'elle ne détourne la tête avec une rapidité brutale, se reconcentrant sur sa conversation. Elle m'avait vu et elle avait activement choisi de m'ignorer. J'étais redevenu une partie du décor, un meuble. La douleur de cette invisibilité choisie était bien pire que le silence de mon téléphone. C'était une annulation, une rature sur notre histoire. J'ai commencé à douter de tout. Les nuits dans l'aile pédiatrique étaient longues, remplies des bips aigus des moniteurs pour enfants et des pleurs étouffés. Dans cette nouvelle solitude, mon esprit tournait en boucle. Avais-je tout imaginé? Cette connexion si profonde et si réelle pour moi, n'était-elle qu'une construction de mon propre esprit fatigué et solitaire? Peut-être que pour elle, je n'avais été qu'une parenthèse, une distraction bienvenue dans une vie réglée au millimètre. J'étais le technicien pratique, le confident silencieux, aussi facile à congédier qu'une ampoule grillée. Le mot qu'elle avait lancé à son mari, Dubois, résonnait dans ma tête. C'était peut-être la vérité. Je n'avais jamais été Léo. J'avais été une fonction, un service, un dépannage temporaire pour son âme. La honte de cette pensée me brûlait la gorge, plus amère encore que le café de la machine. J'avais été un imbécile, un enfant qui avait pris un geste de pitié pour de l'affection. Un soir, alors que je graissais les routes d'un lit d'enfant, une voix familière m'a fait sursauter. C'était Martine, l'infirmière de nuit la plus âgée de l'hôpital, celle qui voyait tout mais ne disait jamais rien. Elle s'est approchée, ses chaussures en caoutchouc ne faisant aucun bruit sur le sol. Elle m'a regardé travailler un instant, ses petits yeux vifs ne manquant aucun détail. Puis elle a posé une main ridée sur mon bras. Certaines tempêtes, il faut juste les laisser passer, mon garçon, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Elle a marqué une pause, me fixant droit dans les yeux. Ça ne veut pas dire que la maison n'est plus debout. Elle m'a donné une petite tape sur le bras et s'est éloignée sans un autre mot, disparaissant dans le couloir. Ces paroles étaient une énigme, mais elles ont planté une graine fragile au milieu de mon désert de doute. Elle ne disait pas que c'était réel, mais elle ne disait pas non plus que ça ne l'était pas. Elle disait que c'était compliqué et dangereux. Le danger est devenu plus tangible. Je sentais sa présence, celle de Marc Fournier, même quand il n'était pas là. C'était une menace silencieuse, une surveillance constante qui me glaçait le sang. Parfois, en quittant l'hôpital à l'aube, j'apercevais sa berline noire garée tout au fond du parking, attendant simplement. Une autre fois, je l'ai vue à l'autre bout d'un long couloir, me regardant fixement, sans expression, avant de tourner les talons et de disparaître dans un ascenseur privé. Il ne disait rien, ne faisait rien d'ouvertement menaçant. C'était pire. C'était un jeu de pouvoir psychologique, un rappel constant de ma place. Il me montrait qu'il pouvait me voir n'importe où, n'importe quand, que j'étais dans son royaume et qu'il pouvait m'écraser comme un insecte s'il le décidait. La peur est devenue une compagne constante, un goût métallique dans ma bouche qui ne partait jamais. Mon besoin de la revoir, ou du moins de retrouver une trace de notre monde, est devenu une obsession sourde. Incapable de m'approcher de son aile, j'ai trouvé un autre moyen, pathétique et secret. Pendant mes pauses, je me connectais au système de gestion de la maintenance sur un vieux terminal dans les sous-sols. Je remontais des mois en arrière, cherchant les anciennes fiches d'intervention de son service. Je lisais les descriptions des pannes que j'avais moi-même réparées. Bureau Dr Beaumont, néon scintillant, tiroir de bureau bloqué. Je regardais son nom, imprimé par l'ordinateur, encore et encore. C'était une torture auto-infligée, une façon de me prouver que tout cela avait bien existé, que ce n'était pas un rêve. Chaque ligne de texte était une relique d'un temps où j'avais eu le droit d'entrer dans son sanctuaire, où mon nom, même si c'était Dubois, était lié au sien, ne serait-ce que sur un serveur informatique. Je me suis retrouvé face à un choix impossible. Je pouvais continuer comme ça, à vivre comme un fantôme dans mon propre exil, à la merci des menaces silencieuses de son mari, en me nourrissant des miettes d'un passé révolu. Ou je pouvais me battre. Mais me battre pourquoi? Il n'y avait rien à gagner. Elle avait fait son choix cette nuit-là,
en prononçant mon nom de famille, en me sacrifiant pour préserver sa forteresse. Lancer une confrontation n'aurait fait que la détruire, elle et sa carrière. Et moi, je serais anéanti dans le processus. Mon travail, le seul rempart entre ma famille et la catastrophe financière, s'envolerait en fumée. Il n'y avait pas de fin heureuse possible. Notre histoire était un cul-de-sac. La seule question était de savoir si j'allais m'y écraser ou si j'allais faire demi-tour avant l'impact. La logique était froide, brutale, et ne laissait aucune place à l'espoir. La décision a mûri lentement, douloureusement, au cours de plusieurs nuits blanches. Je devais la laisser partir. Pas seulement pour moi, pour ma propre sécurité et celle de ma famille, mais surtout pour elle. Continuer à rôder dans les parages, même à distance, c'était maintenir une menace constante au-dessus de sa tête. C'était la forcer à vivre sur ses gardes, à regarder par-dessus son épaule. L'aimer, si c'était bien de l'amour que je ressentais, ce n'était pas m'accrocher à elle. C'était disparaître. C'était lui rendre la paix que ma présence lui avait volée. C'était le dernier service que je pouvais lui rendre, le dernier dépannage. Je devais réparer la situation en m'effaçant de l'équation. C'était un sacrifice silencieux, la seule chose juste et honorable à faire. La douleur de cette résignation était un poids physique, une ancre lourde qui me tirait vers le fond. Mais je savais que je devais la supporter. Le lendemain matin, au lieu de rentrer chez moi pour dormir, je suis allé directement au bureau des ressources humaines. L'endroit sentait le papier et le café tiède, un monde de bureaucratie stérile à des années-lumière de mes nuits. J'ai demandé un formulaire de demande de mutation. La femme derrière le comptoir, sans lever les yeux de son écran, m'a tendu une liasse de papier. J'ai rempli les cases avec une main qui ne tremblait pas. Nom, Dubois, Léo. Poste actuel. Technicien de maintenance, équipe de nuit. Poste souhaité, technicien de maintenance, équipe de jour. Campus souhaité, hôpital Saint-Louis. C'était un autre hôpital du groupe, de l'autre côté de la ville. C'était une rupture nette, un exil volontaire. Chaque lettre que je traçais était un clou dans le cercueil de notre histoire. J'ai signé en bas, j'ai rendu le formulaire, et je suis sorti sans me retourner, sentant le poids de ma décision à chaque pas. Cette nuit-là, avant de commencer mon service, j'ai fait une dernière chose. Sur une feuille de papier vierge, j'ai écrit quelques lignes. C'était une lettre de démission, mais seulement pour mon poste de nuit. Une note brève, formelle, expliquant que pour des raisons personnelles, je souhaitais mettre fin à mes fonctions au sein de l'équipe de nuit à la fin du mois, dans l'attente de ma nouvelle affectation. Pas d'émotion, pas d'explication, juste des faits, noir sur blanc. J'ai plié la feuille en deux et je l'ai glissée sous la porte du bureau de mon superviseur. Le bruit du papier glissant sur le sol en linoléum a été le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. C'était la fin. J'avais officiellement commencé le processus pour devenir un étranger, un souvenir. J'avais fermé la porte sur le seul endroit où je m'étais jamais senti vraiment vu. C'était ma dernière nuit, le début de la fin. Je devais juste faire mes heures, rendre mes clés et disparaître dans la lumière du jour, dans une nouvelle vie, un nouvel hôpital. Mais une force étrange, une sorte de nostalgie douloureuse, a guidé mes pas. J'ai laissé mon chariot dans la nouvelle aile et j'ai commencé à marcher, à refaire mon ancien parcours une dernière fois. Chaque couloir était une page d'un livre que je connaissais par cœur. Le grincement familier du linoléum sous mes pieds, l'odeur d'antiseptique plus forte près du bloc, le bourdonnement bas de la ventilation au 3e étage. C'était un pèlerinage silencieux, un adieu à un fantôme. Mon fantôme. Je ne cherchais rien, je ne m'attendais à rien. Je voulais juste sentir une dernière fois ce que c'était que d'être l'homme invisible dans son monde, avant de devenir invisible pour de bon. En tournant au coin de son couloir, mon cœur a commencé à battre plus fort. C'était stupide, une réaction pavlovienne. Je m'attendais à trouver le couloir sombre et vide, comme il l'avait été pour moi depuis des semaines. Mais au loin, une fine ligne de lumière dorée découpait l'obscurité. Elle venait de son bureau. La porte n'était pas fermée. Elle était juste poussée, entr'ouverte d'à peine quelques centimètres. C'était une anomalie. Elle fermait toujours sa porte à clé. C'était une de ses règles tacites. Je me suis arrêté, le souffle court, caché dans l'ombre. Mon esprit s'est emballé. Était-ce une erreur? Un oubli? Ou était-ce un signal? Un phare dans la nuit, allumé pour un seul navire perdu. La peur et l'espoir se sont livrés une bataille silencieuse dans ma poitrine.
Rester là, c'était un risque. Partir, c'était un regret que je savais que je porterais pour toujours. J'ai poussé la porte doucement, sans faire de bruit. Mon cœur martelait mes côtes. La pièce était silencieuse, baignée uniquement par la lumière chaude de la petite lampe sur son bureau. Et puis, je l'ai vue, la chose posée exactement au centre du cercle de lumière, sur son sous-main en cuir impeccable. Ce n'était pas un dossier, ni un livre. C'était ma petite clé dynamométrique. Pas une clé comme les autres, mais celle-là. La vieille, avec le manche un peu usé par des années d'utilisation. Celle dont je lui avais parlé une nuit, lui expliquant que c'était mon outil préféré, hérité de mon père. Je la croyais perdue depuis des mois, tombée de ma ceinture quelque part dans les entrailles de l'hôpital. Mais elle n'était pas perdue. Elle était là. Elle l'avait gardée. Elle attendait. Ce n'était pas un mot. Ce n'était pas un appel. C'était mieux. C'était un message dans notre langage secret. Un langage fait d'objets et de silence. Cette petite clé sur son bureau disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Elle disait « Je me souviens, je n'ai pas oublié ». Elle disait « Je sais que c'est ta dernière nuit ». Elle disait « Tu n'es pas du bois, tu es Léo ». C'était sa façon de contourner la surveillance de son mari, les règles de l'hôpital, le silence qu'elle s'était imposé. C'était un geste d'une intimité et d'une audace folle. En un instant, des semaines de doute, de honte et de solitude ont été balayées. Je n'avais pas rêvé. C'était réel. Tout avait été réel. Et cette petite pièce de métal froid sur son bureau en était la preuve irréfutable. J'ai fait un pas à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière moi. Le clic du loquet a semblé sceller la pièce, nous enfermant à nouveau dans notre bulle. C'est là que je l'ai vue. Elle se tenait debout, dos à moi, près de l'immense baie vitrée. Une silhouette sombre se découpant sur la tapisserie scintillante des lumières de Paris. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas sursauté. Elle savait que j'étais là. Elle devait avoir entendu mes pas ou peut-être l'avait-elle simplement senti. L'air entre nous était lourd, vibrant de toutes les choses non dites, de toutes les nuits passées et de l'avenir incertain. Je suis resté immobile, attendant, laissant le silence s'installer, lui laissant le choix du prochain mouvement. La ville en bas continuait de vivre, ignorant le drame silencieux qui se jouait à 20 étages au-dessus d'elle. Un long moment s'est écoulé, puis sa voix a flotté dans la pièce, calme, basse, comme si nous reprenions une conversation interrompue la veille. Elle ne s'est pas retournée. La charnière de cette fenêtre coince à nouveau. La phrase était si banale, si ordinaire qu'elle en était bouleversante. C'était notre code. Le tout premier prétexte, la toute première fissure qu'elle m'avait laissé réparer. En prononçant ces mots, elle ne parlait pas de la fenêtre. Elle parlait de nous. Elle effaçait les semaines de silence, l'incident avec son mari, le nom Dubois. Elle nous ramenait au début à ce qui était simple et vrai entre nous. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une invitation, une question suspendue dans l'air nocturne, une porte qu'elle venait de rouvrir. Je n'ai pas répondu avec des mots. Les mots auraient été maladroits, insuffisants. Ils appartenaient au monde extérieur, pas au nôtre. Ma réponse devait être un geste, une continuation de notre dialogue silencieux. Je me suis approché de son bureau et j'ai pris la clé. Le métal était froid et lourd dans la paume de ma main, une sensation familière et rassurante. C'était plus qu'un outil, c'était un laissez-passer, un symbole de la confiance qu'elle me rendait. En tenant cette clé, je savais que je n'étais plus un simple employé. J'étais le gardien de ses secrets, le seul à qui elle permettait de voir les choses qui étaient cassées. Et en choisissant de la ramasser, je choisissais d'accepter à nouveau ce rôle, avec tous les risques que cela comportait. J'ai traversé lentement la pièce, la clé serrée dans ma main, et je suis venu me tenir près d'elle, devant la fenêtre. Je pouvais sentir la chaleur qui émanait d'elle, sentir le parfum subtil de santal qui s'accrochait à ses cheveux. Nous regardions tous les deux les lumières de la ville, nos reflets flottant comme des fantômes sur la vitre sombre. La routine n'était pas terminée. Il y avait encore quelque chose à réparer. Peut-être que ce serait toujours comme ça. Peut-être que notre histoire ne serait jamais une ligne droite, mais une série de pannes et de réparations silencieuses, une danse secrète dans l'ombre. J'ai levé la clé vers la charnière, le métal brillant faiblement dans la lumière de la ville. Le travail pouvait commencer. Nous n'avons jamais parlé de son mari, ni de ma mutation, ni des semaines de silence. Nous n'en avions pas besoin. Nous sommes juste restés là, deux fantômes dans la pénombre,
avec une fenêtre qui coinçait et la compréhension tacite que certaines choses sont trop fragiles pour être nommées, mais bien trop vitales pour être abandonnées. Je ne sais pas ce que demain apportera. Je sais juste que mon formulaire de mutation est toujours sur un bureau quelque part. Mais ce soir, ici, dans cette pièce suspendue au-dessus de la ville endormie, il y a un travail à finir. Et pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement quelle est ma place.